Loisir. Lieu commun. C'est un lieu commun. Habitant. Le lieu commun. Lieu commun. Flâner. Lieu commun. Lieu commun. Lieu commun. Courir. Comment comme lieu? Le lieu commun. Place. Lieu commun. Usager. Rue. Immeuble commun. Comme lieu. Hôtel. Ce lieu commun. Mégalopole. Le lieu commun. Bonjour à toi de l'autre côté de l'enceinte. C'est un moment émouvant pour nous trois, Lucie, Morgane et moi-même, Claire. Après des semaines de réflexion et de labeur, voici le moment de poser nos voix et d'annoncer haut et fort la naissance du lieu commun. Mais le lieu commun, c'est quoi ? C'est un rendez-vous mensuel, c'est une aventure sonore dans laquelle on t'embarque. C'est ton nouveau podcast amoureux de la ville et de tous les ingrédients qui la constituent. On va échanger, on va rire, on va rêver, parfois critiquer, avec ou sans invité, mais toujours, tous les mois, avec notre brigade sûre, Lucie. Bonjour. Géographe urbaniste à tendance utopiste, Morgane. Bonjour. Notre caution architecture et urbaniste de son état, Et Claire, encore une urbaniste et tutos invétérée. salut. Pourquoi on l'a nommée ainsi ? Parce que la ville, notre environnement spatial en général, nous englobe et nous paraît alors très commun, très ordinaire. Il n'en est rien. Le lieu commun cherchera à explorer l'urbain, l'espace, à le comprendre pour mieux en révéler la richesse. Chaque mois, nous aborderons un sujet lié à la ville et aux expériences que l'on y vit. Histoire d'animer un peu la discussion, nous te proposerons des petites chroniques. Pour l'instant, nous avons 2 formats, mais qui sait, cela pourra évoluer en fonction des sujets et des saisons. Au programme de ce pilote du lieu commun, on va taquiner l'ego des architectes avec notre chronique « Tout le monde déteste les architectes », concoctée par Morgane et malmenée par les villes urbanistes que nous sommes, Lucie et moi-même. Notre imagination va aussi être mise à contribution dans Paye ton turfu, exploration uchronique où l'on dessinera à 6 mains, ou plus, soyons fous, des futurs alternatifs, désirables ou cauchemardesques. Mais avant ça, commençons avec le thème du mois. Quand on arrive en ville, allez viens, on est bien dans le lieu commun. Allez viens. Allez viens. Allez, viens. Allez viens. Allez, c'est parti, on pose nos valises pour ce premier podcast et on rassemble nos souvenirs pour parler d'une expérience vécue par tout humain ou urbain, la première fois que l'on foule les pavés d'une cité inconnue. J'entends par là les fantasmes qu'une ville peut susciter dans nos imaginations, l'impatience et l'excitation ressenties au moment d'arriver, la réalité qui nous frappe alors et même comment ce nouveau milieu nous traverse, nous éblouit, nous déçoit ou au contraire nous conquit. Allez, le train repart, on arrive en ville à la prochaine gare. Quand tout le monde dort tranquille, dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honneurs. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Non, on ne parlera pas de vilain garçon, ni de bagarre, ni de drogue, je sais, c'est triste. Ah, Ouais, allez, pleure pas, on va se poser une question. Quand on arrive en ville, ça nous a fait quoi ? Quand on arrive dans une ville, on voit des rues en perspective, des suites de bâtiments vides de sens. Tout est inconnu, vierge. Voilà, plus tard, on aura habité cette ville. On aura marché dans ces rues, on aura été au bout des perspectives, on aura connu ces bâtiments, on aura vécu des histoires avec des gens. Quand on aura vécu dans cette ville, cette rue, on l'aura appris 10, 20, 1000 fois. 10, 20, 1000 fois. Urquinaona, Paseo de Gracia, Au bout d'un moment, tout ça vous appartient parce qu'on y a vécu. C'est ce qui allait m'arriver. Et je le savais pas encore. Urquinaona. Ce truc qui sonnait vaguement sioux s'est ajouté à la longue liste de noms, autrefois bizarres, qu'on traîne quelque part dans un coin du cerveau. Urquinaona s'est doucement glissé à côté de Mouffetard, de Bondoufle, de Ponto Combo, de Marolles-en-Hurplois, de Mandelieu-la-Napoule ou de Knock-le-Zout. Il est devenu normal et familier. Alors les filles, maintenant c'est le moment fight. Hein ? Imaginaire vs réalité de la ville. La confrontation. Oups, j'en ai un petit peu trop fait, non ? un poil trop. Mais après, c'est pas dérangeant, un peu d'entrain. Ok, ça marche. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu je pense une épreuve, ou en tout cas qu'on a un peu tous traversé, une espèce d'expérience. Le côté, l'image que tu te fais d'une ville avant de débarquer dedans,
confrontée un peu à la réalité du terrain. Enfin, en tout cas, moi, il y a une ville sur laquelle ça m'a beaucoup fait ça. J'avais beaucoup d'a priori et un imaginaire assez marqué. C'était la ville de Genève, en fait. Je m'en faisais une image d'une ville pour banquiers fortunés et en fait... Suisse, naturellement. Je peux comprendre, ouais. Complètement. Donc, moi, j'y étais l'année dernière, à peu près à la même époque d'ailleurs, pour une conférence. Et en fait, en arrivant, j'y ai découvert une ville qui avait un passif assez étonnant, parce qu'elle a une véritable histoire de squat pendant une période de type fin des années 90, début des années 2000. Enfin, il y a eu quand même une bonne décennie où ça a été un peu l'âge d'or des squats dans cette ville, alors que, clairement... La Suisse, naturellement. Voilà. Pas naturellement du tout, au contraire. On se disait pas du tout que ça pouvait être un repère à quepons, quoi. Alors, Et pourtant, ils étaient là. Et C'est pourtant... quoi les quepons? Enfin Morgane ne connaît pas le verlan. Mais en tout cas, il y avait ce côté hyper étonnant. Et c'est vrai que pour en avoir visité un petit peu, c'était vraiment un rapport complètement différent à la ville. Et puis aussi un rapport hyper agréable à l'eau que j'avais pas du tout envisagé. Bon, je savais qu'il y avait le fameux lac, hein, mais bon, clairement, j'y étais pas allée, donc j'en avais aucune idée. Et c'est vrai que l'eau fait une partie intégrante des pratiques urbaines, notamment avec le bain des paquis. Alors attention, petit instant détail. Moi, le bain des paquis, la première fois que j'ai entendu ce mot, et j'étais persuadée que c'était le bain du quartier pakistanais et qu'il allait y avoir que des Pakistanais, donc je voulais pas trop déranger. Parce que je pensais que c'était des sources chaudes où se retrouvait toute la communauté pakistanaise, alors qu'en fait, pas du tout. Hein, Ça aurait pu être bien. Moi, franchement, ça m'attire ce genre d'idée. Alors, je veux pas dire, mais on te dit, voilà, tu vas dans la communauté pakistanaise, voilà, je vais pas déranger. En fait, petit point orthographe, Paki, ça s'écrit P-A-Q-U-I-S, donc les Pakistanais ne sont absolument pas là, hein, donc voilà. Je me suis juste un petit peu ridiculisée, hein. Ça s'appelle un moment de solitude. Ouais, Globalement, on en a toutes déjà eu, sur ces questions de ville, de mécompréhension. Complètement, en Faut tout pas cas, t'en vouloir. les Genevois ont bien ri hein, quand ils ont compris le sujet de l'incompréhension. Voilà, Genève, pour moi, la bonne surprise. Surprise du Paki. Surprise du Paki. Moi, c'est un peu plus le fait que quand j'étais petite, je me projetais vachement dans certaines villes et du coup, j'ai développé des imaginaires assez poussés sur pas mal de capitales européennes, dont Vienne, qui était un peu pour moi la ville des princesses. La Sicile impératrice team. Sicile impératrice team, ouais. Je crois qu'on a tous regardé le même dessin animé sur France 3, hein. Ah oui, insupportable. Mais non, c'était trop bien. Pour plaider coupable, j'avais une arrière-grand-mère qui, quand j'étais petite, me faisait regarder tous les trucs comme ça. Donc voilà, j'assume. On assume tous notre côté Romy Schneider à un moment donné, Elle a pas fait que ça. Vu ces vieilleries, sérieusement. C'était trop bien. Je suis pas du tout team vintage sur ce coup-là. Hein. J'ai découvert Venise grâce à Sicile impératrice quand elle arrive dans Venise et que c'est genre le silence de mort et qu'il y a les volets qui s'ouvrent, c'est une... On n'est pas loin de l'aveu de Marquise des Anges, hein. Mais oui. Revenons sur ton souvenir à toi. T'as débarqué à Vienne quand en fait? Tu étais quand? J'y suis allée en 2016, donc assez récemment. Bien sûr avec tout mon imaginaire de gosse. Et en fait, c'est une ville normale. Lol. Sans blague. Bon, si, c'est quand même... c'est le cas de dire. Voilà. Petit instant, forcément punchline. Là. Voilà. C'était facile. On l'aurait pas fait. Je ne vais plus employer les gens aussi. Donc, oui, forcément, c'est assez viennois. Dans le sens où l'architecture est assez soignée. Très typique en fait de l'Empire austro-hongrois avec un côté très rectiligne. Qui ressemble finalement à ce que j'imaginais, mais il y avait un côté un peu déception dans le sens où il n'y avait pas de gens en calèche. Assez peu. Mais c'est un vrai sujet, le retour de la calèche en ville et des pratiques... bien sûr, j'ai grandi, hein, je me doutais qu'il n'y en avait pas, mais bon, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y aurait vraiment cet aspect un peu princesse et que j'ai pas finalement trouvé.
T'as pas fait de bal à Non, l'ancienne tu avec vois, il n'y la avait pas de robe. musique classique dans la rue, enfin... Il n'y avait pas de. Attends, je suis allée en Écosse, il y avait des cornemuses. Et là, il n'y avait pas de violon, genre en mode louloulou. Non. Non, j'exagère, mais bon, voilà. Donc, forcément, en fait, c'est un peu idiot, mais on pense qu'on connaît une ville, et puis en fait, bon. Puis c'était aussi un peu romantique pour moi parce que j'avais vu Before the Sunshine, je sais pas si vous connaissez. Non, c'est quoi? C'est un espèce de. C'est un film en fait où il y a deux personnes qui se rencontrent dans un train et qui décident de passer la soirée à Vienne ensemble et qui déambulent dans la rue et tout. Et c'est hyper romantique. J'adore ce film. Voilà, moment. La caution fleur bleue, en fait, ça va être Lucie. Ça va être moi. Non. Après, C'est j'ai tellement passé mignon. Tu vas être en charge de la liste de tous les films romantiques. Non, je ne peux pas tous. Donc voilà, et il y avait un peu de déception à ce niveau-là aussi. Mais j'ai adoré la ville, ça n'a pas empêché ça. Et voilà. D'accord. Et t'avais une autre ville un peu comme ça, un peu en mode imaginaire versus réalité Ouais. Mais là, c'était de l'autre côté, vers la Chine. Ah, t'as été déçue de pas Shanghai. croiser Mouchou, en fait, c'est ça? Ouais, j'étais déçue. Tu te dis, non, merde, mon dragon Minus préféré. Shanghai, pour moi, c'était un peu l'image, la vie. Enfin, je m'attendais à la confrontation. Déjà, il y avait le côté. J'ai conscience, par exemple, que le quartier de Pudong, c'est là où il y a les gratte-ciel. Donc, c'est hyper techno et tout. Enfin, dans le sens où t'as une architecture qui est hyper futuriste et moderne. Mais moi, ce que je venais chercher, c'était plus le Shanghai authentique. Est-ce qu'il y a encore du Shanghai authentique Voilà. au milieu des gratte-ciel? Bah, les gratte-ciel sont sur un côté, donc je pensais que la partie authentique resterait authentique, mais bon, bref. En dehors de la caméra, en fait, en dehors des espèces d'images de cartes postales qu'on a, des fameuses skylines, c'est ça? Genre qu'on voit sur Ouais, on toutes voit la les... skyline partout, et moi, en fait, j'ai pas mal étudié les guerres d'opium. Oui, me demandez pas pourquoi. Enfin, aussi, j'ai envie de te demander pourquoi. Pourquoi? Ouais, un petit côté journaliste reporter. Parce que sans t'avais dit frontières, qu'on parlerait pas de drogue. Et en fait, Ah, je parle de drogue, oui. C'est mon côté C'est ton côté plus formule du tout. donc tu auras les sujets de la drogue et de l'amour. Pour moi, c'est bon, il Ouais, manque plus que le rock'n'roll. ça me et... va, ça me va. Parfait. Pourquoi non, mais c'est juste parce que j'ai écrit quelque chose là-dessus. Donc voilà, sans rentrer dans les détails. Mais non, mais comme ça sera dans la bibliographie de ce premier épisode. C'était pour une histoire que j'écrivais en roman. Et il y avait un personnage qui venait de cette région. Et du coup, ça parlait d'opium. Voilà. Et du coup, en lisant tout plein de trucs sur le 19e siècle, parce que c'est un peu ma période favorite, ouais, hashtag je vis dans le passé. Les robes en crinoline, tout ça. En fait, là, on est passé à Les l'étape corsets. suivante. On est passé à la ville Et ouais, industrielle, en Et fait. tu vois, du coup, je pensais aux pirates, aux plein de trucs comme ça, les fumeries d'opium, les quartiers un peu glauques et tout. Et ben, il n'y avait pas ça. Oh là là, mais quelle tristesse. Déception. Quelle surprise. Mais pas c'est trop ça. Mais oui, mais n'importe quoi. En fait, je crois trop que les villes ne changent pas, mais elles changent, malheureusement et heureusement. T'es encore dans les imaginaires un petit peu parfois de... Ouais. genre un peu de beaux bouquins, en fait, de beaux livres. C'est ça, un peu d'aventurier où justement, c'était hyper exotique, hein, Shanghai. Je me suis pris une claque, enfin, rien que les Chinois, ils ont une culture très différente de la nôtre, mais finalement, il y avait un côté un peu exotisme qui a disparu parce que, comme on va en parler un petit peu aujourd'hui, il y a un peu une normalisation, et on est dans une société mondialisée, donc du coup, on retrouve un peu partout certaines choses, et je pense que les ambiances urbaines sont plus homogènes. Voilà. D'accord. Ouais, en gros, ce qui t'a vraiment déçu, c'était le côté, finalement, Shanghai, ça a été aussi mangé par la mondialisation. Ouais, Et du coup, il n'y a plus de spécificité, quoi. je m'attendais un peu à une claque comme certains racontent quand ils sont allés en Inde, tu vois. Alors D'accord. qu'au final, c'était pas trop le cas. Ah.
Mais ça m'a vachement plu aussi. Donc, Ça t'a pas empêché de t'immerger plus dans que la ça. ville en fait. C'est Ouais, juste que c'est t'es ça. arrivé avec un a priori qui était quand même assez construit, assez lourd par rapport à ce que t'avais vu avant, mais qu'au final tu t'es pas laissé enfermer en apposant tout de suite. T'as eu la première surprise, mais tu t'es pas non plus enfermé, ce qui t'a pas Une mis déception Oui, et juste puis- passagère en fait. Et puis au final, à chaque fois, pour Vienne ou pour Shanghai, je me suis rendu compte que la ville était beaucoup plus diverse que ce que je pensais et qu'il y avait plus de choses à découvrir que ce que je pensais. Parce que finalement, les imaginaires, généralement, reposent sur des choses qui sont assez précises. Et du coup, c'est aussi ça qui je pense, fait un peu confronter, en fait, qui permet de confronter la réalité à l'imaginaire, c'est que finalement quand on arrive dans une ville on se rend compte que c'est plus complexe que ce qu'on pensait quoi. Il y a d'autres usages, il y a d'autres d'autres quartiers, usages, il y a... Il y a d'autres choses. Mm. Voilà. Vienne n'est pas que la ville de la valse et de la musique classique. Et d'André Rieu Et d'André Rieu, voilà. en collerette Il y a avec son d'autres violon. choses. Et heureusement. Et toi, Morgane? Tu as des choses à Moi, nous dire c'est plus au niveau de l'imaginaire. J'ai pas eu autant que ça le choc de « Ah, j'imaginais que c'était comme ça » et en fait, pas du tout. Mais par contre, je vais y avoir beaucoup projeté des imaginaires sur des choses, en particulier par rapport à l'âge où j'ai découvert des villes. D'accord. Je pense que l'âge auquel tu découvres une ville, ça influence pas mal ta relation avec elle. Donc, Ouais. par exemple, moi je suis de Seine-et-Marne, donc petit village, etc. La ville en vrai que j'ai découvert, bah, c'est Paris, parce qu'au final c'était pas très loin. Mais bon, c'était quand même une trotte et une expédition, fallait prendre la voiture et tout. Et en fait, rien que l'imaginaire de la ville, il se construisait sur le trajet, c'est-à-dire qu'on prenait toujours la même route, on passait, bah, il y avait différents points d'étape où tu te repérais dans le paysage et qui disaient « Ah bah c'est bon, l'excursion commence vraiment, je vais à Paris, je reconnais les choses qui sont sur le trajet de Paris. » Donc le premier gros objet qui me servait de repérage, c'était les camemberts. Donc pour ceux qui connaissent pas les camemberts, non, je ne passe pas par la Normandie en partant de Seine-et-Marne pour aller à Paris. Et surtout, il n'existe pas des camemberts géants. De voilà. 10 mètres d'eau. Oh non, ils sont plus hauts quand même. Mais Mais en fait si, mais les souris les ont mangés. Elle est mignonne. Ouais, Voilà, mais donc- c'était l'instant mignon. c'était l'instant choupi. Parce Par que Lucie. c'était la fleur bleue, la drogue et les blagues pourries. Ah non, les blagues pourries, on avait dit que c'était moi. Ah oui, pardon. Bon, on ne Désolée. se bat pas. Bon bref. Vous n'avez Ça, pas c'est le monopole les de la camemberts. blague pourrie. Oui, donc les camemberts qui sont en fait des bâtiments à Noisy-le-Grand de forme ronde qui s'appellent en fait les arènes de Picasso. Tout à fait. Bâtiments très très intéressants qui ne sont pas très loin de l'espace Abraxas. Bien Autre- connu notamment. Bien connu. Pour des raisons qu'on évoquera peut-être un jour. Ah, Voilà. ouais, on va pas Parce forcément que- parler, non, laisse un peu Voilà, de suspense. On peut-on dire comme moi, c'est passé plusieurs fois au cinéma, dont dans le dernier Uncut, et on dit ah oui, enfin. Voilà, On peut au moins juste signaler ça. on peut signaler ça. Voilà, donc sachez-le, hein, la cité Abraxas, c'est connu worldwide grâce à des films. Voilà, c'est ça. Donc on passe les... Non mais on en reparlera. Donc après les camemberts, bah forcément tu continues sur l'autoroute A4 hein, pour les familiers du coin. Et le deuxième, enfin c'était vraiment le symbole pour dire c'est bon, on est dans Paris, on est presque arrivé, tu vas arrêter d'avoir mal au cœur parce que à cette époque-là j'avais le mal de cœur, donc le trajet pour moi c'était un enfer. Oh Morgane, la faiblesse de la voiture. Ah, la faiblesse de la voiture. Oui, ouais. Comme quoi la voiture c'est vraiment une saloperie. Ça aussi, on en reparlera. Pas trop de teaser. Et bien tout bêtement, c'était les livres. Alors là, les gens qui ne connaissent pas trop Paris, même qui connaissent peut-être Paris, ne comprennent pas l'illusion, mais les livres, en fait, c'est la BNF, la Bibliothèque nationale, qui sont en fait 4 bâtiments qui forment des angles autour d'un parc, et qui sont en fait, t'as vraiment l'impression que c'est 4 livres qui sont posés sur la tranche, enfin, qui sont posés sur un côté, et bref, qui sont ouverts. Et il y a vraiment cet imaginaire-là, on dit bah c'est une bibliothèque, et bah c'est des livres. C'est un peu littéral. Alors, personnellement, j'avoue ne jamais avoir eu cette lecture avant que tu m'en parles. Alors moi j'ai appris après que c'était des livres. Moi, je le savais pas Bah, du à la tout. base, enfin, l'architecte n'a pas pensé que c'était des livres, en fait il voulait vraiment délimiter un espace. Et comme de par hasard ça faisait des livres. Donc ça dépend le roman. Cet homme est un génie. Après, on peut réécrire les histoires autour des architectures. Hein, voilà. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Voilà.
la mythologie des architectes sur leur blabla, on peut en faire à peu près... On peut faire, je pense, une encyclopédie en 10 tomes. Moi, je pense une série d'une centaine d'épisodes, ça suffirait. Trop bien, ça va. Y avait-il vraiment réfléchi? Ouais, Des fois, tu décides des trucs et après tu fais « Oh mon Dieu, c'est évident, c'est un avion !» Non, c'est Superman. Mais voilà, mais... L'inconscient, mes amis, l'inconscient. C'est ça. Exactement. Et donc, pour en arriver, après, moi, ce qui a été ma plus grosse claque d'imagination quand j'étais petite, c'était un voyage scolaire. Donc après avoir fait le trajet Camembert livre, et ben on arrive devant une usine, en fait. Et une usine avec plein de tuyaux partout. Et en fait, c'était Beaubourg. Et on est arrivé par le côté tuyau de la rue Renard. Et c'est la première façon que j'ai vu ce bâtiment, dans une rue plutôt étroite, avec une façade avec des tuyaux bleus, jaunes, rouges, dans tous les sens, verts également. Et dans ma tête, je me suis dit, ah ben en fait, c'est les ascenseurs, en fait, on va monter dans le tuyau, ça va faire pfouit, et on va aller partout, parce qu'en fait, il y avait un adulte qui m'a dit, bah tu vas voir, on va rentrer dans un tunnel pour aller dedans. Mais en fait, de l'autre côté, il pensait à la chenille, les escalators, tu vois. Mais dans ma tête, c'est, j'ouvre une porte, ça fait quick, je rentre dedans, ça fait pfff, et je m'envole, quoi. Bah, moi, je pensais que c'était des toboggans, donc... donc voilà. Moi, j'allais pas sur Paris, petite... bien si, mais juste à Noël, une fois de temps en temps, pour voir les fameuses vitrines des Galeries Lafayette. Mais du coup, concernant Beaubourg, j'avais pas trop d'idées sur le sujet. Mais je comprends qu'enfant, ça vous a un petit peu intrigué, en fait. Et je sais que le projet de Beaubourg a fait couler pas mal d'encre au moment de sa construction. Il y a eu des pétitions, il y a eu des manifestes avec des signatures d'artistes qui, en fait, accusaient un peu les architectes Renzo et Piano, qui étaient donc les créateurs de Beaubourg, de détruire le paysage parisien avec une espèce de machine venue des enfers, hein, j'exagère à peine, c'était un petit peu à demi-mot les termes qui étaient utilisés dans les pétitions, quoi. Ouais, ben c'est sûr que quand il y a des projets d'architecture qui s'essayent un peu à l'extravagance, genre la Tour Eiffel... C'est pas de l'architecture. Ouais, bon, bref, qu'il y a des trucs un peu extravagants qui se glissent dans la ville, et c'est généralement assez mal accueilli, et il suffit de voir les scandales qui ponctuent les pages de culture et patrimoine des grands médias, genre la Remontada des Halles ou la Tour Triangle qui a fait beaucoup de bruit. C'est à croire que tout le monde déteste les architectes. Mais c'est moi ou c'est la transition parfaite? Elle n'était absolument pas prévue. Je crois que tu en fais trop, Morgane. Mais non, c'était totalement naturel. On était sur une discussion totalement détendue et ça arrivait naturellement, c'est ça. Pas du tout mise en scène. Mais c'est ça la beauté. On dirait presque que ça a été mesuré. C'est beau. Non, moi je dis, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est de la dentelle. C'est de la dentelle. On retourne le côté romantique et fleurs bleues. On va retourner avec André Rieu. Hein. Non, pas André Rieu. Bon, bah, je crois que c'est le moment de commencer notre petite chronique. Tout le monde déteste les architectes. Cette phrase est brutale, catégorique et un tantinet caricaturale. C'est fait exprès. Ensemble, nous allons jouer à la caricature, justement. Nous allons jouer du cliché et de l'exagération pour revenir sur la profession la plus détestée après les charagistes. L'architecte. C'est quoi les charagistes? Les garagistes. Encore une de ces références obscures. Ah ok, désolée. Tantôt critique, tantôt sarcastique, tout le monde déteste les architectes, se veut le moyen de revenir avec humour, tout en détricotant les grands projets, les phrases, les gimmicks de l'architecture et de ses acteurs. Ici, nous oscillerons entre les lauriers et la disgrâce, avec une règle d'or, s'amuser avec bienveillance. Où ça, la bienveillance? Et regarder tout cela avec un œil urbain. Urbain au sens de la ville, bien entendu, et de la courtoisie entre les hommes et les femmes, n'est-ce pas Claire? Ça va. Et vu que j'ai commencé à parler de Beaubourg, du Beaubourg fantasmé de mon enfance, revenons sur ce cauchemar architectural pour certains et ce bonheur urbanistique pour d'autres. Alors, je vais être claire tout de suite sur mes opinions tout de suite, hein, parce que comme ça évitera d'être ambigu sur le dialogue. J'aime beaucoup l'architecture de Beaubourg et également le projet urbain qui a créé ce petit morceau de ville. J'aime les tuyaux c'est bien, les tuyaux c'est coloré. Non, nous n'avons jamais honte. Il faut quand même un peu se calmer là. Donc, sans refaire tout l'historique du centre Pompidou, voilà quelques éléments clés. Un musée commandé par le président Georges Pompidou, grand amateur d'art contemporain. Le site, un parking en plein Paris, né de la destruction d'îlots insalubres. Comme la pyramide du Louvre qui a été aussi implantée sur un parking.
Tout à fait, Lucie, c'est exactement ça. Le musée a fait l'objet d'un concours où de mémoire plus de 700 projets ont été soumis, et les gagnants furent Renzo Piano et Richard Rogers. Le principe, crée des plateaux libres de toute contrainte structurelle comme les poteaux ou les réseaux, et pour cela, les architectes empruntent des systèmes structurels généralement réservés aux infrastructures et cantonnent tous les fluides, électricité, gaz, eau, ventilation, sur la fameuse renard, lui donnant ainsi son apparence de grande machine, grande raffinerie pour Barjavel. J'aime les tuyaux again, j'aime les tuyaux toujours, j'aime les tuyaux. Donc, le philosophe Jean Baudrillard va alors voir le Centre Pompidou comme le lieu de la surconsommation de la culture, une machine à culture avec une dimension assez négative à l'époque. En effet, dans la machine, on retrouve le musée avec les expos permanentes et temporaires, la bibliothèque médiathèque, la fameuse BPI, un cinéma, un atelier, un restaurant, et si le centre pour la musique, qui était initialement prévu pour être dans le bâtiment, a été sorti du programme du musée pour s'installer juste à côté de la fontaine de Niki de Saint-Phal, le Centre Pompidou est un lieu où l'on consomme la culture à grande échelle. Merci pour l'exposé de 4e, Morgane, on te donne un 13, mais sinon, la ville dans tout ça? Un 13 C'était 13. bien. Mais non, pas un 13, c'est nul, c'est triste, 13 Ouais. 12, c'est triste aussi, mais 14 quoi. Non, 13. Bon, de toute façon, j'en avais fini avec la partie architecturale. On en arrive à mon point préféré, le parti pris qui a fait gagner le concours à Piano et Rogers. Ce n'est pas seulement la grande flexibilité sur le long terme du musée, c'est l'intention portée sur la ville et l'espace apparenté public. Si le bâtiment est collé sur la rue Renard et s'est concentré sur les grands plateaux libres, c'est que Piano et Rogers ont voulu libérer une place urbaine qui vivrait du mouvement des usagers et de l'animation artistique, la piazza. La pizza? J'ai un peu faim, moi. Ça devient difficile quand même. Hein. Cet espace, en pente, qui nous fait glisser jusqu'à l'entrée, est une scène ouverte d'artistes de rue, un espace de pause où on se retrouve seul ou en groupe, assis sur les pavés. Et si cette piazza fleurit de monde à chaque rayon de soleil, c'est qu'avec le projet du Centre Pompidou, les architectes ont mis sur la table une obligation pour le bon fonctionnement de la piazza. L'idée, qui fut assez révolutionnaire à l'époque du Paris tout voiture, rendre piétonne la rue Saint-Martin qui longeait la piazza, pour en faire un lieu accueillant, calme pour les usagers. Et cette idée, elle a été difficile à faire accepter à la préfecture de police de l'époque, qui vantait le fait que c'était l'axe nord-sud principal de la capitale, et, je cite, qu'on ne pouvait pas couper la plus longue rue de Paris. Comme là... Claire! Je sais qu'on avait dit que vous deviez faire les trolls toutes les deux, que c'était pour animer un peu le monologue architectural, mais il y a quand même des limites là, on va plus rien comprendre. Donc, Pienzo et Rogers ont expliqué, nous devions absolument remporter la victoire. C'est la pire chronique que j'ai jamais faite. Et c'est la première. Donc, les architectes expliquent qu'ils devaient absolument réussir. Car la place constituait l'élément qui donnait tout son sens au bâtiment en contribuant à l'ancrer dans le tissu urbain. Et ils avaient raison. Et d'un parking pourri, ils ont créé un morceau incontournable de la ville, et c'est la magie des archis. Après, c'est quand ils réfléchissent à l'environnement dans lequel ils intègrent leur projet. Après, c'est vrai que ça fonctionne pas dans tous les cas, il y a aussi le fuck, le contexte, bref. Vous êtes calmés toutes les deux? Mais nous sommes calmes. On va peut-être- Non mais, attends, sérieusement là? Il pleut sur les tuyaux de Beaubourg. Il pleut sur les coups de creux. Il pleut sur les rouges et bleus. Il pleut sur l'esplanade. La valeur de feu s'éteint. Le jongleur glisse. Les joueurs de guimbarde, de guitare et de harpe trouvent ça bien. Il pleut sur Beaubourg. Des notes s'échappent des tuyaux. Pling, plong, pling, 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 plong, plong. Une mélodie se dessine sur les passages piétons. Revenons à nos moutons, parlons de nos espoirs, de nos désillusions urbaines. Où a-t-on eu une grosse claque et où on a été déçus? Et pourquoi? Quelle est votre plus grande révélation urbaine, les filles? Ouais, j'avoue, pour commencer sur les révélations urbaines, parce que autant commencer par le positif. Bah oui. Écoutez, moi si je peux entamer un peu ce tour de table, hein, je veux bien parler de ma plus grosse révélation urbaine, ou plutôt mon plus gros kiff urbain, c'est Osaka. Les gens sont fous. Enfin, vraiment, genre, après une semaine passée entre Tokyo et Kyoto,
où on a des quand même pratiques qui sont très très nippones de ne surtout pas traverser une rue une fois que on est au feu rouge, même si on voit à perte de vue qu'il n'y a aucune voiture et qu'il est 3h du matin. Je m'attendais pas du tout à cette nonchalance, à cette liberté dans les mœurs, à cette proximité en fait dans les corps. Enfin, j'ai vu des gens se toucher la main. Donc ça, c'est à Osaka. Oh mon dieu. Oui. Non mais c'est vrai qu'à Tokyo, c'est assez bluffant comme tu te sens très contrôlé quoi. Ouais, les flux sont vraiment hyper efficaces, tout est très efficace, et puis en fait la notion de transgression existe pas vraiment quoi. Enfin clairement quand j'ai débarqué à Osaka et que j'ai vu dans des espèces de petits bassins, dans un immeuble à proximité d'un centre commercial, des enfants en bas âge se baigner pour lutter contre la chaleur, enfin personnellement j'en revenais pas quoi. C'était un sacré contraste. Ouais, clairement, c'était un sacré contraste. Donc du coup, Osaka, voilà, une révélation urbaine dans cette espèce de liberté de pratique de l'espace public qui n'était pas du tout là à Tokyo et dans d'autres villes japonaises, et du coup c'était vraiment ce côté retrouver cette liberté à un endroit où tu t'y attendais pas en fait. Et grosse bouffée d'air frais et gros amour pour le Kansai. Le Kansai c'est génial, voilà. C'était une magnifique déclaration d'amour. Donc on a Chercher un Lucie love. sur amour et drogue, et toi t'es pro Kansai du coup. Pro Kansai, pro accent de paysan, tout ça c'est la fête. Bon, de toute façon je viens de la Beauce hein. On n'a pas voulu le dire parce que c'est un peu difficile à vivre pour nous, tu sais. Je sais pas si. C'est pour moi aussi, hein, je le vis aussi parfois un peu comme Un échec. un traumatisme, voilà. Mais écoute, parce qu'on vient de loin, hein, comme disait Corneille. Ah mais oui. Ouais, là tu vas beaucoup trop loin par contre. Après, je veux dire, on n'est pas du tout toutes les trois de Paris intramuros, hein, donc c'est Non, peut-être je suis une aussi taille. la bosse. C'est vrai. Je suis cernée. On est sur une team boss, les enfants. En fait, on moi, est je suis sur à une team la boss. limite entre l'Urpois et la Beauce, tu vois, c'est de la qualité. Entre le quoi Lure quoi? L'Urpois. C'est une maladie vénérienne? Ouais. Ça y ressemble vraiment, hein. On dirait un truc sur les pieds. Ouais, qui fait des taches et qui démange un peu. Tu sais, c'est pas est-ce que c'est le machin là dégueulasse dans la pub qui lève le. Ah non, on parle pas de ça. Ah non, ça. Stop. On va couper. On était en train de parler d'Osaka. Tout à fait, ouais. T'es en train de parler des révélations urbaines. Voilà, Je peux enchaîner si vous voulez. Bah oui, ça, on parlera pas de la maladie sous les orteils non, de pied. c'est dégueulasse. Alors comme je vais toujours mettre les contextes, hein, parce que si je parlais de mon enfance, mais là c'est plutôt la façon dont on découvre la ville, enfin de manière plus pragmatique. Je parlais de la voiture pour Paris. Oui, il y a une ville que j'ai découverte assez récemment, ça fait 1 an là, quasi pile poil. C'est Belgrade en Serbie, où c'était pour un voyage scolaire, et en fait on était partis un peu en mode on va expérimenter dans cette ville. Donc le parti pris c'était on part dans une ville en groupe de 15 étudiants avec notre prof, mais par contre on va pas se renseigner sur la ville, donc on sait qu'on va faire quelques activités ici et là, mais en gros on va pas regarder de cartes, on va pas regarder de photos, et on va se laisser prendre totalement par la ville en mode voilà, on va te découvrir, et on sait que certaines personnes savaient certaines choses, mais moi j'y suis vraiment allée en mode j'avais pas de guide, j'avais pas de carte, j'avais rien du tout. Et en fait la première découverte de cette ville, tout bêtement, c'est comme on y allait en avion, la vue et l'arrivée sur Belgrade, c'était juste incroyable. C'est-à-dire qu'on commence à arriver, et là on voit des espèces de tours brutalistes, mais immenses, enfin le communisme pur et dur, quoi. Mais c'était fascinant. C'était vraiment le contraste entre des tours de verre avec, bam, d'un côté t'as une tour monumentale en béton gris, et c'était fou. Et après, donc on descend de l'avion, machin, on récupère notre truc. Après il y a eu le bus. Pareil, le bus c'est quand même un des meilleurs moyens de découvrir une ville, dans le sens où on est légèrement surélevé, on voit tout d'un œil différent. Et c'était, les 40 minutes entre l'aéroport et le centre-ville, c'était monstrueux. Après on est arrivé sur place, comme on n'avait pas de carte, quand il a fallu se rendre à l'auberge de jeunesse, on était complètement paumés, donc on a erré, on a marché avec les valises pendant super longtemps. Mais c'était trop bien, parce que pour le coup on était obligés de regarder tout autour. On y allait essayer de décryper les rues, alors que c'est écrit en cyrillique, et du coup on fait non mais la place Studensky, où est-ce qu'elle est cette putain de place Studensky? L'immense. C'est ça, mais c'était fou, parce que on était beaucoup plus dans la perception, et tout bêtement un truc tout con auquel on passe pas, c'est
le sol des villes, bah, du fait de se traîner sa valise à roulettes qui fait... et de changer le sol, tu changes d'ambiance, tu sens quand t'es plus dans une rue un peu bien pavée et tout, le sol il est un peu défoncé, d'un coup tu passes, t'as un bâtiment qui a été bombardé pendant la guerre et qui est toujours là, tu vois des fils électriques dans tous les sens, t'as le tramway là-bas, et moi perso j'adore l'imaginaire autour du tramway, enfin, c'est un truc que j'avais... toutes les lignes électriques, par exemple à Copenhague, c'est un truc que j'avais adoré, avoir toutes les loupiottes qui étaient... Pour moi, ça donne une ambiance urbaine. Et là, l'ambiance urbaine, elle était vraiment très forte, parce que t'avais du contraste fou entre des bâtiments d'architecture riche, on va dire, avec très classiques, très ornementés, des bâtiments en verre très, très occidentaux, classiques, comme on peut avoir à côté, à Paris ou n'importe où. Du brutalisme pur, du chantier un peu partout, et des choses très construites bric et de brac, une halle de marché à l'arrache où t'as les gens qui posent, comme plein d'halles de marché partout dans le monde. Je pense que c'est le sentiment que tu peux avoir dans plein de villes. Mais là, c'est le contraste, et de les avoir toutes côte à côte. Je pense que tu peux aussi avoir ça par exemple à Tokyo, quand j'y suis pas encore allée, moi j'ai pas eu cette chance-là. Non, mais bientôt, Morgane, bientôt. Mais oui, quand j'aurai un salaire et de l'argent. Bah, c'est vraiment ce contraste où du coup ça crée une autre ambiance urbaine. Alors bien sûr, on a eu la chance, il faisait super beau, du coup la lumière a joué énormément sur l'impression que t'as dessus, le fait de pouvoir se balader dans la rue le soir et être vraiment dans une ambiance où tous les gens sortent, bah forcément, et se retrouver le premier soir à acheter des glaces, parce qu'ils vendent des glaces à tous les coins de rue, ils ont des micos à vu qu'ils ont des petits kiosques à journaux qui font vendre de cigarettes, tickets de bus et tout ça. Dans les pratiques, c'est vraiment un endroit où les gens y vont tout le temps pour aller chercher à boire, c'est la supérette kiosque de journaux qui fonctionne super bien, que tout le monde va. Du coup, moi j'ai pris 2 kilos en regardant les glaces, bon mot, et t'y vas très naturellement, et tu te retrouves posé sur une place, et c'est fou en fait. Mais je pense que c'est pas exceptionnel comme sentiment, je peux sentir ça dans plein de villes, mais je pense que le fait de me préparer psychologiquement, en fait, tu ne vas rien savoir et tu vas devoir regarder, observer, et bah ça a vraiment ouvert un peu mon regard sur cette ambiance urbaine-là, et... En fait, t'as eu une révélation presque par ignorance, quoi. Ouais, il y a un peu le côté un peu homme sauvage à la Voltaire, ou Candide. Mais qui est cette personne? Est-ce qu'on serait pas plutôt sur l'enfant de Rousseau? Ah non, j'aime pas Rousseau, il a abandonné ses enfants, c'est pas rigolo Rousseau. C'est parti donc sur les philosophes français des Lumières. Bonsoir. Et toi Lucie, alors tu nous avais fait une petite sélection de 3 villes différentes. Est-ce qu'il y en a une sur laquelle t'es un petit peu plus inspirée que d'autres pour nous parler? Parce que c'est vrai que... Bah, je pense que, en fait, pour être un peu plus global, bah, moi je suis, enfin vous avez compris, j'adore l'imaginaire du passé, j'adore me plonger dans des univers, voilà. Et c'est un peu ce que j'ai recherché à Édimbourg. Enfin, j'adore l'Écosse pour ça. J'ai l'impression que quand j'étais petite, je rêvais d'Écosse, voilà, et j'ai décidé d'y aller assez récemment. Et, tu rêvais d'Écosse ou tu rêvais de kilt? Je rêvais de l'Écosse, du mystère de l'Écosse, des espaces verts, du gothique, de tout ce qui est vraiment attrait à l'Écosse, quoi. Et quand je suis arrivée à Édimbourg, je suis très intéressée par l'Écosse, mais étrangement, je me suis jamais intéressée aux villes d'Écosse. J'étais plus sur les Highlands, tu vois, enfin... Les lacs, tout ça. Les lacs, la nature, mais pas forcément sur les villes. Et ça a été assez... Ouais, je m'y attendais pas, en fait, et j'avais l'impression d'être un peu dans une ville de brigands, de pirates et tout, et c'est... Ouais, franchement, j'ai adoré. C'est le côté vieille pierre un peu massive, je pense. Ouais, c'était... Il y avait pas ça, des gens avec des jambes de bois, on est d'accord? Non, absolument pas. Il y a un peu ça aussi à Galway. Le côté un peu en plus, je sais pas si t'avais fait Londres avant, ouais, mais du coup t'es vraiment dans la dichotomie où t'as une ville très... les deux villes sont minérales, donc par exemple moi j'ai l'expérience entre Dublin et Galway, où bah, du coup c'est la ville capitale on va dire, où du coup ça est très ornementé, t'as la pierre de taille, c'est du monument un peu... On a fait du néo-classique, on est très, très monumental, genre on veut appuyer... C'est l'architecte qui parle. C'est ça, on est vraiment dans le côté... Non, mais dans l'affirmation du pouvoir, on a pris l'architecture traditionnelle, qui représente le pouvoir et le monument, on l'a implanté ici, et c'est devenu un peu le canon de la ville, et les rythmes sont là. Alors que Galway, vu que c'était une ville de pierre plus granitique, c'est de la roche un peu plus, c'est un peu plus mouvementé, il y a les lacs du Connemara pas très loin, ça donne une ambiance beaucoup plus
fortin et c'est vachement intéressant aussi. Bah, du coup, j'étais surprise de voir ça à Édimbourg et en fait d'être vraiment plongée dans un univers pour le coup assez cohérent de pierre, le fait aussi que en plein milieu t'as un fossé où t'as une gare et du coup tu passes sur un pont et t'as que des dénivelés partout et tu peux être hyper rapidement dans un espace vert. Enfin, c'est assez impressionnant et ça m'a vachement touchée et marquée et j'en ai aimé encore plus. Enfin, j'ai encore plus aimé l'Écosse après ça. Et puis ça m'a fait ça aussi à Tallinn en Estonie. Pareil, je m'étais pas du tout renseignée sur cette ville. On avait juste décidé d'aller en Estonie parce qu'on était en Lettonie, que c'était à côté. Et du coup, en arrivant dans la ville, c'est vraiment... Ils ont essayé de recréer un peu l'ambiance médiévale. Notamment avec des gens qui vendent des pralines goût médiéval et qui font ça dans la rue et t'as les odeurs en fait, t'as des auberges des auberges un peu à l'ancienne où tu vas pour boire quelque chose ou quoi que ce soit et dans l'obscurité tu peux manger à la bougie. Enfin, ils ont vraiment essayé de jouer là-dessus, bon, pour les touristes, mais pour le coup ça marche vraiment bien parce que pareil, la vie est assez petite et hyper cohérente et tu te plonges très très vite dans cet univers. Et en fait le truc c'est que t'es immergé. C'est ça, t'es immergé par cette ambiance, par l'ambiance et dans cette ambiance. Dans l'ambiance et tu comprends assez vite l'histoire du lieu. Je sais pas, c'est comme que du coup t'es plongé dans un univers mais aussi dans une histoire en fait. T'arrives à comprendre l'évolution de la ville et comment elle s'est construite et autour de quoi, parce que typiquement Tallinn c'est une ville de contrebandiers, et t'es tout de suite dedans quoi. Enfin, on est plus très loin des pirates. Vraiment. Il y a en fait une passion. Ouais, c'est ça. Il y a une passion pirate là en fait. Il y a une passion pirate carrément. Voilà, et ensuite Stockholm, c'est aussi le lien avec l'eau, mais Stockholm c'était plus en fait j'ai du mal à dire quelles sont vraiment mes révélations parce qu'il y en a eu tellement clairement en fait autant je me suis arrêtée là tu vois. Oui. Mais il y en a eu beaucoup. C'est vrai qu'on peut enchaîner hein, si tu veux. Je peux te parler de Copenhague. Non parce que Morgane non parce que sinon l'émission ne va pas durer 1 heure mais 3h30 avec un entracte donc de la même manière que Morgane, j'aime beaucoup me balader dans les rues et découvrir des choses, des petits trucs que j'ai l'impression que d'autres n'ont pas vu. Hashtag pas du tout modeste. non mais on est dans l'observation en tout cas c'est quelque chose que je partage aussi, c'est le côté un peu amour du détail, c'est un peu observer partout, aller je sais pas, s'enthousiasmer d'une plaque d'égout tandis que tous tes amis essaient de s'éloigner de toi de manière parce qu'ils ont un petit peu honte. J'imagine que ça c'est des choses qu'on partage un petit peu à trois, en tout cas cet amour du détail quoi. Ouais, et du coup être surpris dans le sens où à trouver des choses auxquelles on s'attend pas. Autant comme tu dis un univers un peu qui semble un peu chaotique, ça m'a fait ça aussi à La Passe où c'est complètement n'importe quoi mais oui, et puis du coup autant dans la cohérence que dans l'incohérence se sentir finalement surpris quoi. D'accord, mais là en tout cas c'était vraiment la cohérence qui a fait ces révélations là parce que le coup ouais. Il y en a d'autres, c'était plus l'incohérence, mais pour ceux-là, ouais, c'était vraiment l'univers qu'elles apportaient, quoi, qu'elles avaient gardé depuis beaucoup de temps. Et au contraire, toi, genre, c'est quoi ta plus grosse déception urbaine, si on peut aller justement faire le contrepoint de ces révélations, où t'étais un peu immergé dans des univers hyper cohérents, soit médiéval, soit... en tout cas, genre l'Écosse et la belle pierre. Enfin, tu vois, genre, c'était quoi ta plus grosse déception? Le truc où t'es vraiment tombé de haut, où tu faisais des images, un peu, t'avais un imaginaire de cette ville-là, et qu'une fois arrivé dedans, bah, ça a pas du tout collé à tes attentes, et au contraire d'être surprise dans le bon sens, vraiment, t'as été déçue, quoi. C'est pas évident, franchement. Il y a eu un peu Zagreb parce que c'est une petite ville et qu'il n'y avait pas grand chose, mais en même temps il y a certains aspects qui m'ont plu quand même. Mais généralement c'est un peu, c'est quand j'arrive dans une ville que
j'ai envie de parcourir, etc. Et qu'au final, je suis assez vite rassasiée. Et du coup, ça me déçoit pas mal. Parce que je me dis que si en une journée, j'ai l'impression d'avoir tout vu et tout parcouru, et que j'aime bien partir et avoir l'impression de pas avoir capté toute l'âme de la ville, quoi. Qu'il faut que tu reviennes. Il y a un peu une frustration, et du coup, généralement, c'est comme ça que je sais que la ville m'a pas trop plu, parce que du coup, j'ai eu l'impression d'avoir déjà capté, même si, bon, on se doute que si, je suis pas naïve, je sais que si j'avais vécu 1 mois ou 2 mois dans cette ville, ce serait pas du tout pareil que cette petite journée que j'ai passée, mais si je repars et que j'ai pas cette frustration de me dire j'ai vraiment envie d'y retourner parce qu'il y avait des trucs de fou que j'ai sûrement pas vus, ou alors qu'il y a des choses que j'ai envie de revoir, genre Rome, c'est une ville, je pense que je pourrais y retourner plein de fois, et je serais toujours envahie par cette atmosphère, quoi, et du coup voilà, je pense que c'est vraiment ça plutôt qui guide mes choix. Ok. Mais écoute, c'est intéressant parce que comment la frustration, ce que tu as vécu sur place ou la manière dont tu as vécu une ville va ensuite influencer ce qu'il en reste quand tu n'y en es plus, et la façon dont tu vas la pratiquer peut-être par la suite. Moi je sais que j'ai un peu cette même frustration avec Marseille, où ça a un peu plus ou moins le même contexte que pour Belgrade. C'est-à-dire que moi je suis jamais trop allée dans le sud, dans une famille qui supporte pas la chaleur, alors généralement les vacances d'été on les passait à la montagne ou à la fraîche. Comment dire qu'en dessous de la Loire c'était déjà beaucoup trop le sud pour nous. Et donc c'est jamais une ville que j'ai pratiquée, et c'est vraiment, je l'ai pratiquée pendant 4 jours pendant un voyage scolaire. Et ça a été dense, mais à la fois ça a été compliqué parce qu'on a tout fait en bus, mais pas dans le mauvais bus. On n'a pas fait le bus dans la ville, on a fait le car, quoi. Donc on passait, on n'avait pas le temps de s'arrêter. Donc moi je suis vraiment arrivée, et en plus on logeait pas dans la ville, on logeait dans une espèce de Formule 1 en banlieue périurbaine où il fallait forcément le bus, enfin tu pouvais pas, on n'a pas pu passer une soirée correcte sur Marseille, et vraiment donc voir de nous-mêmes sans être encadrés, machin et tout ça. Donc c'était terriblement frustrant parce qu'en plus on était avec des gens qui avaient vécu à Marseille, du coup on les suivait, et donc j'ai pas pu regarder dans le sens où j'étais pas en autonomie. Et j'ai pas pu vraiment m'approprier la ville, c'est-à-dire que on se dit bah là on va sur cette place là, c'est comme ci comme ça, et je me suis retrouvée plus perdue dans le mauvais sens du terme, à pas savoir me repérer, alors que si je m'étais vraiment perdue dans le bon sens du terme, où je dis bah voilà, j'aurais été capable de retrouver mes pas, me dire bon bah c'est à cet endroit là, en fait j'étais incapable de dire. C'était le total inverse de ton expérience à Belgrade, quoi. Ouais, totalement, c'est-à-dire que je suis incapable de dire comment tu vas d'un lieu à l'autre, je suis incapable de dire à peu près à quelle distance je passe, la cité radieuse du Vieux-Port, j'arrive pas à me... T'étais hors sol, quoi. Ah ouais, totalement. Genre j'ai survolé la ville, et c'est une énorme frustration parce que je sens bien qu'il y a un truc de ouf à Marseille qui se passe. J'ai des gens qui en parlent, oui, Marseille, c'est leur vie, quoi. Et moi je suis là, mais complètement hermétique, en me disant je suis vraiment passée à côté d'un truc, et c'est le truc le plus triste du monde, dire d'être passé à côté d'une ville où tu sais que t'as une richesse, où c'est la 2e ville de France, donc tu te dis quand même, il y a une architecture, il y a une histoire hyper riche, autour des ports, de comment ça s'est reconstruit, ça a l'air d'être fou, mais j'ai pas trouvé de point d'accroche. C'est peut-être à charge de revanche, en fait. Ouais, totalement. D'ailleurs, s'il y a des gens sur Marseille qui veulent nous accueillir... C'est une annonce. Ouais. Alors que personnellement, moi c'était plus pareil, genre en fait quand j'ai été, parce que pour enchaîner sur mon exemple, qui est celui de Tenerife, je suis partie en vacances, j'étais seule, donc là au contraire j'aurais eu peut-être l'occasion justement de vraiment m'approprier l'espace, etc., et de m'approprier cette ville. Il se trouvait que j'allais dans le sud de l'île, et je m'en faisais une idée de, je sais pas, peut-être tomber sur des petits bourgs hyper typiques, vraiment typiques de cette architecture un peu insulaire, un peu coloniale, etc. Et je suis arrivée, je n'ai pas été déçue, dans une très belle station balnéaire, avec une logique du 100% béton absolument, vraiment poussée à son maximum. C'est-à-dire que la côte, en soi c'était intéressant à observer, mais
c'était pas du tout l'idée que je me faisais de cet endroit où j'allais passer une semaine. La côte était complètement mangée par le béton jusqu'au dernier centimètre, c'est-à-dire que tu avais l'eau, tu avais la mer, tu tombais dans la mer, et juste avant cette roche, ce rocher, en fait, eh bien, on était sur des grosses dalles de béton, on était sur du carrelage, du jardin qui avait été complètement mis en place, parce qu'en fait, il se trouve que c'était une station balnéaire particulièrement prisée des Anglais, et du coup, on est forcément dans une espèce d'architecture type les Sables d'Olonne fois 1000. Donc, c'était assez dantesque à voir et complètement irrationnel en tout cas dans l'aménagement, parce qu'on était vraiment sur en plus des terres qui sont assez arides, donc peu d'eau et énormément d'habitations, d'hôtels, etc. Le tout agglutiné contre une toute petite bande de terre. Et quand on allait un petit peu au bout, vers l'intérieur de cette ville, enfin, parce que bon, clairement on n'était plus dans une station balnéaire, hein, alors là on était dans un gros ensemble urbain, et bien on tombait dans soit une décharge, soit rien, vraiment rien, et c'était ce côté un peu hors sol, mais là c'était pas l'expérience, c'était vraiment la ville qui était complètement artificielle, qui m'a un peu choquée, déçue, clairement. Choquée, déçue. Choquée déçue de La ouf, parce que on n'est plus du tout dans une expérience de vacances un peu nature, etc. Sachant que moi j'étais venue là pour faire de la plongée, donc pas forcément venue là pour aller danser dans des gros clubs du Club Med. Donc voilà, on était sur une grosse déception. Mais même si on est déçu, il faut donner sa chance aux villes qu'on découvre, quand même, malgré tout, car elles possèdent en fait chacune leur originalité, et le risque serait au contraire de vouloir les uniformiser et de perdre un petit peu cette surprise qu'on reçoit, hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est toujours quand même une chose qui fait partie de l'expérience de découverte urbaine. Et en fait, le pire, ce serait de n'avoir plus qu'un bloc homogène de villes toutes pareilles. Quel mal de crâne. Faut que j'arrête le rhum. Merde, je dormis par terre ou quoi? Je suis où là? En 2054, il devient possible pour une entreprise de se présenter à la présidence de la République. 4 ans plus tard, sans surprise, le gérant d'Amazon accède à la tête de l'État français et entreprend une série de réformes pour standardiser les commerces. Plus d'efficacité, moins de temps perdu en appel d'offres et surtout une invasion de produits Amazon partout. Bien sûr, les rues ne se transforment pas en publicité géante pour le nouveau président. Le capitalisme aime cultiver la diversité. Sous différents étendards, Amazon impose ses produits. Monoprix pour la grande distribution, Castorama pour le bricolage, Ikea pour l'ameublement. Celui-là, Amazon a un peu bataillé pour la guérir, mais les actionnaires se sont laissés séduire après 5 ans de négociations. Une fois les pions mis en place, le président Amazon s'est contenté de les avancer. Oh, mon téléphone est déchargé. Et mon chargeur est plus dans mon sac. Oh non, attends, on est dimanche. Oh, j'avais promis à mamie de passer là. Bon j'espère qu'un chewing-gum fera l'affaire. On se trouve là-bas maintenant. Il y a de quoi se perdre sans GPS avec toutes ces rues qui se ressemblent. Alice a désormais 16 ans et grâce à la numérisation de son ADN, elle a accès à toutes les bornes du Métropolitu, un système de transport tubère hyper rapide comme Matt Groening l'avait rêvé dans les années 2000. Bienvenue dans le monde des adultes. Maison de mamie. Mamie, tu vas bien? Oh mon Alice, comme je suis contente de te voir. Alors, quoi de neuf? Tu as une petite mine, dis donc. Je suis en train de te préparer un thé. Alors qu'Alice est née dans ce monde, la grand-mère d'Alice semble venir d'une autre planète, celle des années 90 et 2000. Dans sa jeunesse, les commerces de centre-ville étaient encore composés d'artisans indépendants. L'architecture n'était pas normalisée et imprimée en 3D.
On devait marcher d'un point à l'autre de la ville. Quelle horreur. Et le Métropolitube ne propulsait encore personne directement là où il devait atterrir. Ça va. Faut que je branche mon portable. Tu me prêtes ton chargeur? Heureusement que l'ADN suffit pour que le Métropolitube sache où tu habites parce que j'étais perdue et je connais même pas ton adresse. Mais ma chérie, tu viens tous les dimanches. Il doit être par là-bas, le chargeur. Ah là la misère. Les temps ont tellement changé. Et oui, ma vieille ville, celle où on se baladait, où on allait flâner le dimanche au bord de l'eau, où les rues étaient remplies de commerces, plein de spécialités locales, avec une architecture différente à chaque rue. Le bon vieux temps où on aimait voyager partout dans le monde, découvrir les nouvelles cultures, de nouveaux lieux. Toutes ces villes si différentes sont désormais pareilles. L'électricité ici, ça marche pas du tout. Hein. Comment tu fais pour vivre avec seulement la 4G aussi? Je peux même pas charger mon application. Tu sais, ma petite fille, dans les années 90, les portables, ça n'existait même pas. Enfin, ça existait, mais ça avait la taille d'un mini-frigo. Bah, heureusement, notre maison est toute équipée avec un système 6G ultra performant. C'est d'ailleurs grâce à ça que tout le quartier a pu être construit. Hein. Non, ne me parle pas de ton quartier tout moche, où toutes les maisons ont été dessinées en impression 3D. C'est vraiment très laid. Et je suis même certaine que sans votre Métropolitube, vous ne pourriez même pas savoir laquelle est la vôtre, tellement les maisons se ressemblent. Ça ne te choque pas? Mais mamie, quand papa est né, toi aussi, tu vivais dans une maison qui ressemblait à celle de tes voisins. Oui, mais c'était différent. Les quartiers ne se ressemblaient pas autant, seules les maisons pouvaient se ressembler, à la rigueur. Et les gens les personnalisaient ensuite. Finalement, il n'y en avait pas une seule qui ressemblait à l'autre. Moi aussi, je peux décorer ma chambre, hein, tu sais. J'ai plein de modes numériques stylés grâce à la réalité virtuelle augmentée. Tu sais, je t'en avais parlé, ça te change la déco juste avec quelques clics. Tu peux même changer la couleur des murs, juste comme ça. Julie et Pauline l'ont aussi chez elles, c'est trop cool. En fait, c'est tellement ringard de pas l'avoir. Je me demande comment survivent les gens qui habitent dans les zones rebelles avec leur champ de patates violettes. C'est peut-être des rebelles, mais au moins ce sont des gens qui ont un mode de vie un peu plus sain que nous. Mais mamie, les gens comme ça, c'est des extrémistes. Ils sont tous sur leur île dans le sud, là. Qui aurait pu croire que la Corse deviendrait le refuge des altermondialistes et des hippies du futur? À mon époque, on luttait pour le retour du local, pour des productions plus proches de nous, pour la diversité des semences. Mais tout ça n'a servi à rien. Maintenant, tout le monde mange pareil. Tout le monde achète ses courses sur Amazon ou va manger au McDo. Vous ne connaissez plus que cela. Dire que mon petit Libanais de quartier a disparu. Mais mamie, si tu veux manger libanais, il suffit de commander sur l'application McBeyrout. Tu sais, c'est super rapide et en plus, t'as même pas besoin de sortir de chez toi. Mais j'ai envie de sortir de chez moi. Dans quelle société on vit aujourd'hui, putain? Tiens, ton thé. Mais il n'y a plus de local, plus d'exotisme, tout se ressemble, plus rien n'a le goût d'ailleurs, ou la saveur d'ici d'ailleurs. On nous avait promis un avenir à cheval entre la proximité et la globalité. Mais c'est le global qui a gagné, ma petite fille. Mais paye ton turfu, va. De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu. on ferme ce podcast comme on l'a commencé avec un extrait de Starmania, toujours pertinent 30 ans après sa création. Vous en avez pensé quoi, vous, de Spay ton turfu, là? Sympa? C'était cool. Bah, c'était un exercice intéressant à faire. Bon, après, on a grossi les traits, mais c'est un peu le but de l'exercice. Mais ce qui était surtout fou, c'est qu'on a eu l'idée, on a pensé, et Claire a réentendu Monopoly, genre, peut-être... Ouais, c'est ça, genre une fois, en fait pendant une semaine j'ai écouté Starmania non-stop, en mode redécouverte totale, j'avais envie de chialer de beauté tellement le truc est, voilà, c'est juste incroyable en fait, cette comédie musicale. Si vous trouvez que c'est un truc ringardos, que votre père vous fait chier avec Daniel Balavoine, réécoutez, c'est un ordre. Il y a une histoire derrière, c'est pas juste des chansons comme ça. Voilà, et Monopoly c'est particulièrement, vraiment c'est vraiment la chanson qui a inspiré tout ce premier Paye ton turfu, parce que y a tout dedans, il y a tout, il y a cette uniformité, il y a quand même un côté un peu visionnaire. On ne va pas aller plus loin parce que nous avons envie quand même de vous parler de comédie musicale dans ce podcast, donc je n'irai pas plus loin dans Starmania, mais en tout cas, il y avait un côté hyper visionnaire.
C'était un C'était klaxon. le Parce que klaxon. les villes C'était un ne sont klaxon. pas uniformes et que Et ne dans, dorment pas. Et dans que le du son coup, sonore il y a de des la problèmes, ville. surtout. Voilà, et que nous ne sommes pas dans un studio professionnel. Exactement. Wink wink, ceci est une invitation, une demande, une annonce. Voilà. Un Donc, appel du pied. Tout à fait. Donc si jamais vous disposez d'un studio, ou en tout cas d'un endroit où on n'entend pas les pompiers et la police H24, nous sommes preneurs. Le podcast, une première où on a essayé de brasser un sujet qui est celui des imaginaires, qui est pas simple, qui est personnel aussi. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Et d'ailleurs vous avez le droit de nous donner votre avis et de nous dire si vous, il y a eu une révélation urbaine que vous avez vécue, si oui laquelle, et en tout cas de nous la partager. Et comme ça, nous, on pourra peut-être avoir cette petite discussion, je ne sais pas, sur les internets, sur Twitter, sur Facebook, partout. Nous sommes présents partout. Ce podcast est disponible sur le site internet, sur SoundCloud et en téléchargement gratuit sur iTunes. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Facebook pour être informé des prochains épisodes. Rudy, notre community manager stagiaire auto-entrepreneur de la Startup Nation, d'ailleurs, 1000 excuses Rudy, hein, on a complètement oublié de te présenter en début d'émission, on se rattrape comme on peut. En même temps, j'attends toujours mon café. Hein. Moi, j'avais demandé un thé. Ouais, moi, le verre d'eau, j'ai abandonné. On repassera pour le service. Et donc, Rudy est là pour réceptionner vos mots doux comme vos questions les plus brûlantes. On se fera un plaisir d'y répondre au prochain épisode sur les ondes des internets dès le mois prochain. D'ici là, on vous embrasse et à bientôt sur le lieu commun. À bientôt. À bientôt. À bientôt.